Jeudi 23 avril 2026, Isabelle Guérin, socio-économiste, directrice de recherche à l'IRD et au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes américains, africains et asiatiques, présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « La femme endettée à l'ombre de la finance mondialisée », publié aux éditions de la Découverte. Mêlant ethnographie, enquête statistique et récits engagés, Isabelle Guérin révèle une autre facette du capitalisme fondée non sur l'abstraction financière mais sur la honte, la discipline et l'épuisement des femmes et montre comment l'économie est intimement nouée à la parenté, au corps, au sexe. Le débat a été mené par Geneviève Azam, économiste, maîtresse de conférences en économie et chercheuse à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents ce soir à la rencontre de notre invité que nous sommes très heureux de recevoir, Isabelle Guérin. Bonsoir et merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la librairie. Vous venez nous présenter ce livre, La femme endettée, sous-titré À l'ombre de la finance mondialisée, qui est publié aux éditions de la Découverte. Je laisserai Geneviève Azon vous présenter votre travail de manière plus développée et je remercie au passage Geneviève pour d'avoir accepté d'assurer la modération de cette rencontre. Merci beaucoup et bonne discussion à vous. Bien, merci à toutes et tous, toutes surtout d'ailleurs. Visiblement, la femme endettée mobilise des femmes. Donc merci à la librairie Ombre Blanche de permettre cet échange. Et merci à Isabelle de nous fournir ce livre. Sur lequel on va échanger et dont je vais dire un mot quand même en introduction parce qu'elle ne le dira pas. Et je voudrais dire d'abord à quel point ce livre m'a passionnée. Alors, je suis économiste de formation, mais c'est surtout pas pour ça. C'est un livre qui se lit extrêmement facilement. C'est un livre qui mobilise, on en reparlera, plusieurs formes de savoir, y compris des savoirs littéraires, cinématographiques, etc. Donc, c'est un livre parfaitement accessible et extrêmement fluide, qui est à la fois érudit et qui ne nécessite aucune formation en économie ou en sociologie, donc qui peut être lu tout à fait par des personnes qui ne sont pas dites économistes ou sociologues ou je ne sais quelle discipline universitaire. Donc, pour présenter rapidement Isabelle, donc Isabelle, tu es socio-économiste, tu es directrice de recherche, on se tutoie parce qu'on se connaît, donc on ne va pas jouer la télévision. Tu es directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Paris et tu es aussi affiliée à l'Institut français de Pondichéry en Inde du Sud qui nous a permis de nous rencontrer en Inde de façon improbable dans une foule immense et tout à coup je vois Isabelle poindre. Donc, tu as beaucoup travaillé effectivement sur l'Inde du Sud, dont tu en fais part dans ce livre, mais pas seulement. Ce sont aussi des études en France, au Sénégal et au Maroc. Et donc, c'est quand même une vision globale qui fait que le livre s'appelle La femme endettée. On pourra reparler peut-être dans le débat ou comme question sur la femme endettée. Ce ne sont pas les femmes endettées, c'est la femme endettée, donc comme catégorie générale. Et ça s'appuie sur des recherches, des enquêtes qui sont quand même très diversifiées, sur des sources documentaires extrêmement diversifiées, extrêmement riches, précises. Bon, bref, donc c'est vraiment passionnant de ce point de vue-là. Donc, puis tu nous donnes à lire des choses qu'on ne lirait pas quand on est néophyte ou quand on est accès à des recherches qui ont été faites par d'autres et qui sont du coup accessibles. Ce livre, finalement, rend visible la dette vécue par les femmes. Alors, il ne s'agit pas ici de Christine Lagarde
ou des grands spécialistes de la dette dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, parce que bon, il y a aussi des femmes qui travaillent sur la finance. Il s'agit de la dette vécue, d'une étude par en bas, je dirais, de la dette, d'une étude incarnée de la dette, grâce à des enquêtes statistiques, grâce aussi, et c'est là que c'est déviant par rapport à l'économie mainstream, grâce à des enquêtes statistiques, grâce à des récits, des histoires, grâce à des recherches ethnographiques, véritablement, avec des groupes de femmes. Et donc, j'ai retenu l'expression un peu l'histoire de la dette par le bas. Et alors que dans l'univers libéral et néolibéral, on nous serine pour nous dire qu'il faut absolument se libérer des dettes et qu'on est libre quand on est libéré des dettes, évidemment de la dette financière, de la dette monétaire, on est quitte, il faut s'en libérer, on est quitte, c'est-à-dire on n'a plus de lien, on n'a plus besoin de lien, on est indépendant, ce qui est le summum de la liberté, vu par le libéralisme économique en tout cas, et le néolibéralisme. Et là, au contraire, ce livre, tu mets à jour, à travers la dette, les multiples interdépendances qu'il y a dans les sociétés, dans la vie et dans le vivant en général. Les multiples indépendances au lieu de l'indépendance qui est prônée finalement par toute l'économie libérale et néolibérale. Et tu mets en évidence, en ayant recours à des penseurs aussi, l'ambivalence de la dette, des penseurs et des penseuses, à l'ambivalence de la dette qui à la fois exploite, étreint, etc., mais aussi peut être transformatrice et libératrice. Donc ça, on verra dans les deux parties de la soirée, la dette un petit peu vue du côté de l'exploitation, de la soumission, etc. Et la dette, comment d'autres dettes peuvent être libératrices et peuvent retisser du lien qui aujourd'hui a été défait. Bon voilà, je veux dire aussi quand même pour inciter à lire ce livre, c'est que là, on ne part pas des catégories abstraites de l'économie ou de la sociologie, pas du tout. On part pas de ça, on part pas d'un cadre qui serait de grille de lecture qui serait établi a priori. Donc je l'ai dit, ce sont des enquêtes et on comprend ces dettes des femmes comme étant la base invisible de l'iceberg du système financier, dont on ne connaît que la pyramide, finalement, bien souvent, dont on étudie que la pyramide, et ça donne ce qu'on peut avoir, je dis, sur la dette, le FMI, des experts et plus ou moins économistes qui nous parlent de la dette. Mais en revanche, tout le souterrain de la dette, tout ce qui constitue la base immergée de l'iceberg, et dans lequel il y a la dette des femmes, ça on ne le voit pas. Et ça, tu le rends visible, et tu le rends visible très concrètement, et non pas à partir de théories. Et enfin, je termine l'introduction en disant que, et c'est assez peu courant dans le domaine de l'académie, c'est pour ça que je tiens quand même à le souligner, c'est pas un livre académique, ou pas académique au sens mainstream du terme académique, c'est une pratique peu courante, c'est-à-dire tu ancres des idées dans des expériences qui sont dans une expérience sensible qui permet de sentir et imaginer ce qui se passe. Et donc, tu refuses d'opposer finalement la raison et les émotions. Il ne s'agit pas simplement de démontrer à partir de théories, etc., etc. Il s'agit de démontrer, bien sûr, par la raison, mais il s'agit aussi de faire sentir, de faire imaginer. Et c'est dans ce sens que c'est un récit sensible. Et que tu mobilises, on y reviendra, la littérature, ça aussi c'est assez peu académique, la littérature, le cinéma, pour justement rendre sensible cette expérience vécue de la dette comme base de l'iceberg de tout le système, de tout le système, comme base de l'iceberg financier, de l'iceberg du capitalisme et du capitalisme patriarcal. Parce que le livre s'appelle bien « La femme endettée ». Il y a eu un livre qui s'appelait « L'homme endetté ». Et là, c'est bien « La femme endettée ». Donc, on se doute bien qu'il va y avoir une déconstruction du capitalisme patriarcal. Avant de te poser la première question, je vais te lire comprendre cette généalogie, c'est-à-dire la généalogie des dettes, finalement, des femmes, c'est saisir comment,
à travers les pratiques et les normes quotidiennes, s'est tissé un ordre du genre qui fait payer les femmes en argent, en travail, en sexe, en silence, en honte, tout en les culpabilisant de ne jamais payer assez. Je pense qu'on peut se reconnaître assez bien là-dedans. C'est dévoiler à la fois sa force d'emprise et les possibles de son dépassement. Bon, voilà un petit peu le projet du livre. Donc ma première question, Isabelle, bon, d'abord que tu nous dises ce que tu as envie de dire concernant le livre. On va faire ça de manière un peu informelle, que tu nous dises ce que tu as envie de dire, mais peut-être comme première question, un peu que tu nous parles de ton travail, de tes méthodes de travail, de tes sources, de pourquoi tu utilises aussi la littérature, le cinéma, etc. Et le titre aussi, La femme endettée. Eh bien, merci, bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu, malgré le beau temps, malgré les vacances, malgré tout ça. Merci Geneviève pour cette introduction. Alors on se connaît, mais on ne se connaît pas très bien, hein, parce que quand même, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Et ben non, c'est toujours très émouvant voilà, on est Ambre Blanche, cette institution toulousaine. Voilà, il y a ma famille qui est là, il y a mon fils, la copine de mon fils, les cousines, etc. Donc non, c'est un moment important, Et même si j'ai eu l'occasion de présenter le livre quelques fois, puisqu'il est sorti en février, et ben voilà, c'est un grand moment. Alors, par quoi je commence Peut-être deux choses. Qu'est-ce que j'ai voulu, voilà, qu'est-ce qui m'a animé dans ce livre, qui en fait est un morceau de vie. Ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions. Et donc, à un moment donné, j'ai eu envie de ramasser tout ça. J'ai écrit d'autres livres, mais voilà, celui-là, c'est quand même, je pense, un moment important de mon parcours de vie. Et avec peut-être deux choses, si après on se perd dans des détails, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est je suis économiste, et puis l'économie c'est important parce que c'est quand même ce qui fait tourner le monde. Et cette femme endettée, ou ces femmes endettées, on pourra revenir après, eh ben, elles font tourner la machine. Voilà. Et moi, c'est un cri que je veux partager. Ces femmes qui au quotidien se lèvent à l'aube, après avoir pas dormi de la nuit parce qu'elles ne savent pas comment elles vont payer leurs dettes, qui se couchent les dernières, qui ont la boule au ventre, qui ont le corps exposé, qui doivent coucher parfois, et qui sont toujours dignes. Donc il y a quand même, voilà, regardez, prenez le temps quand même de regarder la couverture, parce que cette femme endettée, elle porte le monde sur son dos. Elle porte le monde sur son dos, et en même temps, elle reste digne. Et ça, il y a cette très belle couverture faite par Salomé, ma nièce, voilà, j'en profite aussi pour faire un peu de pub, et qui, je crois, rend compte de en un coup de crayon, plusieurs coups de crayon, elle a réussi à rendre compte du message principal, en fait. Elle porte le monde sur le dos, et en même temps, elle reste digne. Et voilà, c'est un peu ça que j'essaye de montrer. Alors, pourquoi ça fait tourner la machine ? Peut-être un peu, sans tomber dans le jargon économique, et en essayant de faire court, parce que à la fois c'est fondamental, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais fondamental pour bien comprendre pourquoi il faut s'intéresser à ces questions, même si on se fiche des femmes, même si on se fiche de leur souffrance, c'est se rendre compte que sans leur travail quotidien de gestion des dettes, la machine ne tourne pas. Pourquoi ? Parce que, voilà, je ne vais pas du tout faire un cours sur le capitalisme ni rien, ne vous inquiétez pas, mais juste dire deux choses. La première, c'est que notre système capitaliste au sens, pas au sens, je ne suis pas en train de faire la propagande politique. Le système capitaliste est un système qui repose sur la propriété des moyens de production et sur la concurrence. Bon. Pour que ça marche, il faut faire du profit. À la base du capitalisme, c'est on fait du profit. Pour faire du profit, il faut que les gens, on produit des biens et des services, et il faut que ces biens et ces services, là il y a une tension permanente, il faut que les gens puissent les acheter, il faut qu'il y ait des consommateurs et des consommatrices. Ces consommateurs et ces consommatrices, c'est aussi des travailleurs et des travailleuses. Donc il faut les payer suffisamment pour qu'ils puissent acheter. Il ne faut pas les payer trop, sinon il n'y a pas de profit. Dans un pays comme la France, pendant longtemps, ça a été réglé par un compromis entre le capital, les employeurs et les syndicats, avec un mélange de salaires à peu près décents et de protection sociale. Ça n'a fonctionné qu'en Europe, aux États-Unis, Amérique du Nord. Voilà.
le reste de la planète n'a jamais connu ça. Enfin, il faut tout notre État-providence bien avoir en tête qu'il s'est quand même nourri de l'exploitation du reste de la planète. Bon. Et ceci, depuis un certain nombre depuis une trentaine d'années, fonctionne de moins en moins bien. Les États-providence, chaque jour, ça diminue. Les États-Unis ont ouvert la voie dans les années 80 en ouvrant le robinet du crédit à la consommation. Et c'est ça qui fait... C'est de plus en plus le crédit à la consommation qui fait tenir le système, en fait. En permettant, d'une part, aux employeurs de payer mal leurs travailleurs. Ma main-d'œuvre peut s'endetter à la fin du mois, donc je peux payer des salaires plus bas. Et donc ce crédit à la consommation, c'est une sorte de subvention indirecte au capital privé, et ça permet de faire tourner la machine de la consommation. C'est génial comme système, c'est absolument génial. Donc les États-Unis, ils ont inventé ce truc-là, avec régulièrement des grosses crises, la crise des subprimes dans les années 2007-2008, et tout un tas de pays. Alors la France est un peu épargnée, parce qu'il y a encore l'État-providence, même s'il est attaqué régulièrement, c'est quand même un des moins mauvais du monde encore aujourd'hui. Le crédit à la consommation est très régulé, il y a un plafonnement des taux d'intérêt, mais même en France, on n'en parle pas, parce qu'on n'aime pas en parler, mais une énorme partie de la population vit à crédit. Ne paye pas son loyer à l'heure, ne paye pas ses factures d'électricité, d'eau à l'heure, a régulièrement des découvertes bancaires qui coûtent une fortune, les crédits de consommation, c'est TLM, Sofinco, etc. Donc on n'en parle pas, mais même en France, ça existe. Et je donne un chiffre à l'échelle globale. Un tiers des familles vivent constamment à crédit. Ils sont constamment à crédit. Alors, quand même, tu le dis bien dans ton livre, c'est pas du crédit pour aller à Dubaï, c'est du crédit pour survivre. C'est pas du crédit... Voilà, donc c'est du crédit pour mettre de la nourriture dans le frigo, pour payer le médecin, pour payer l'électricité, pour payer les frais d'éducation, etc. Donc voilà, c'est pas le plus important du tout le côté sensible qui pour moi me tient plus à cœur, mais c'est un peu le point de départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'intéresse à ce truc-là parce que ça tient la machine. Et donc qui gère ces dettes ? Eh bien ce sont les femmes. Et ça, même la France, c'est pas le Sénégal, c'est pas le Maroc, c'est pas tout ça. On est dans des pays très différents, des normes de genre très différentes, des histoires différentes, des histoires coloniales, des histoires impériales d'un côté. Et il y a cette récurrence que ce sont les femmes qui gèrent ces dettes. Et donc, ce qui m'a obsédée toutes ces années, c'est bien pourquoi ce sont les femmes ? Et le livre répond à cette question. Donc, le point de départ, cet endettement chronique qui fait tourner notre machine, et la question d'après, pourquoi ce sont les femmes ? Oui, j'ai rajouté, c'est quand même un tiers, ce chiffre m'avait aussi extrêmement marqué, tu pourras en donner d'autres, mais quand même un tiers des familles au niveau mondial, au niveau global, sont endettées pour la survie. C'est pas endetté pour acheter le dernier machin, c'est endetté pour la survie, c'est quand même assez impressionnant. Alors peut-être revenir un peu sur le côté global, c'est-à-dire ton terrain, c'est beaucoup l'Inde, le Tamil Nadu, c'est un État d'Inde du Sud, il y a le Maroc, le Sénégal, et l'Europe aussi, et la France. Il est vrai qu'on a l'impression que en France, on a l'impression que on est dans une situation très différente des femmes qui sont des femmes indiennes ou des femmes d'Afrique du Sud. Ou d'Afrique. Tu as commencé à l'introduire. Donc, comment tu globalises la situation ? Peut-être tu peux partir du microcrédit aussi, de tes travaux sur le microcrédit en Inde ou au Maroc. Je crois que sur le Maroc aussi, tu avais fait une étude. Parce que souvent, moi, quand on peut discuter, on a l'impression que nous, et d'ailleurs, dans ton livre, on le ressent un petit peu, par moment, si tu veux, quand tu compares la situation des femmes indiennes, par exemple, et des femmes européennes, tu fais beaucoup allusion à la littérature du 19e siècle, dans un moment où effectivement il y avait un endettement très fort qui pesait beaucoup sur les femmes, et on a l'impression qu'aujourd'hui ça n'y est plus. Alors peut-être revenir là-dessus parce que c'est important, et ce qui te permet de parler de la femme endettée, c'est-à-dire de globaliser une expérience qui n'est pas une expérience du Tamil Nadu ou d'un village du Sénégal, mais qui est une expérience globale. Oui, alors j'ai mes premiers travaux de terrain, enfin, quasiment les premiers, c'était ce qu'on a à l'époque, ça s'appelait le Nord-Pas-de-Calais.
aujourd'hui les Hauts-de-France, autour de Lille, Dunkerque, etc. Et déjà à l'époque, donc j'étais sollicitée par une association de prévention du surendettement pour les aider à documenter ce qu'elles faisaient. On était à la fin des années 90. Et donc je débarque là-bas et il n'y avait que des femmes dans le public de cette association. Je pose la question au personnel associatif, qui était par ailleurs aussi très féminin. Et elles se regardent et elles disent, bah oui, c'est comme ça, c'est des femmes, quoi. Bon, c'est complètement naturalisé, en fait. Hein. Et bon, sur le coup, je n'avais pas forcément réfléchi trop là-dessus. Enfin, assez vite, je me rends compte quand même qu'en travaillant sur la gestion des budgets familiaux, je ne tombe que sur des femmes. Et là aussi, une récurrence. Hein, je ne dis pas que c'est universel, parce que c'est toujours très dangereux de parler d'universalité, mais en tout cas, une récurrence de cette spécialisation des femmes dans la gestion des budgets familiaux. Et bon, 20 ans plus tard, je débarque en Inde et je retombe un peu sur cette même figure, en fait. Et donc, ce qui m'a beaucoup occupée, c'était à la fois encore une fois, le Nord-Pas-de-Calais dans les années 90, c'est pas le Tamil Nadu, ni la France du 19e. Et donc, mon obsession, en fait, c'était à la fois de tenir compte de la fabrique de cette femme endettée, parce que c'est pas une fatalité, c'est ça qui m'a beaucoup occupée, parce que si c'était une fatalité, alors on meurt, en fait. Hein, si on est condamné à être endetté toute sa vie, et jusqu'à ce que, de génération en génération, il n'y a plus c'est une espèce de déterminisme absolument tragique. Et donc, le rôle des sciences sociales, c'est en fait de déconstruire ces mécanismes, de déconstruire pour pouvoir les dépasser. Donc, il y a vraiment eu cet effort et de se dire que de comparer des situations très différentes, ça permet aussi de mettre en évidence des mécanismes de construction, en espérant toujours cette idée de les dépasser. Et donc, alors toi tu dis, on voit bien la présence de la femme endettée au 19e. Et là, peut-être une petite parenthèse sur la littérature et le cinéma. Alors, au départ, donc j'ai l'intuition que cette femme endettée, elle est partout, mais il faut que j'arrive à le démontrer. Et j'essaye aussi de revenir à sa construction. Dans le cas du Tamil Nadu, on est dans un contexte très particulier. Il y a plein de spécificités, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme endettée, elle s'est construite les 20 dernières années. Et ça, c'est quand même... Du coup, ça en fait un cas d'école. Quand je débarque là-bas, il y a 20 ans, on est encore on est en milieu rural, dans une économie qui est très... qui commence à dont la monétarisation s'accélère. C'est-à-dire qu'il y avait encore beaucoup d'échanges en nature, je te donne des semences, tu me donnes du savon. Hein. Les femmes étaient relativement libres, donc ça c'est aussi intéressant, ça décale. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on est européenne et qu'on a des droits à l'avortement, etc., qu'on est émancipée. Il y a aussi d'autres formes d'émancipation, avec des femmes qui, je vais dire des choses très crues, mais c'est aussi une manière de rendre les choses un peu vivantes, parce que les femmes tamouls ont une manière de parler de la vie et de tout un tas de choses. On fait ce qu'on veut avec nos trous, elles disent. Hein. Et, voilà, exemple. Hein. Et vous regardez des fresques extérieures de temples tamouls, et vous y verrez, qui datent du 11e, 12e, 13e siècle, et vous voyez des scènes extrêmement suggestives, très érotiques, de femmes qui ont l'air de prendre un plaisir fou sur le plan sexuel. Enfin, imaginez le contraste avec nos églises, quand même. Imaginez la surprise des colons britanniques quand ils ont débarqué, et ça les a d'ailleurs obsédés, puisqu'ils n'ont eu de cesse de chasser tous ces trucs-là. Bon. Et donc là, le détour tamoul permet de bousculer un peu nos imaginaires et de voir à quel point tout un tas de choses qu'on considère comme évidentes sont en fait complètement construites. Et donc, alors je me perds un peu dans les détails là, mais pour revenir au cas français. Il y a vraiment ce message que j'espère fort, qui est de dire qui était de sortir de l'exotisation. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à imaginer que le patriarcat, oui, chez nous, ça existe, mais c'est quand même pire là-bas. C'est quand même pire là-bas. C'est aussi un discours qui a toujours été au cœur de l'impérialisme colonial. Hein, c'est-à-dire que amener la civilisation et lutter contre une certaine forme de barbarie, etc. Et moi, mon propos, il est de dire, alors là, il ne s'agit pas de comparer, parce que c'est très difficile de dire est-ce que c'est plus patriarcal ici qu'ailleurs. Bon,
Et d'ailleurs dans le contexte français, même si, et là on va revenir plutôt à une autre dimension de la dette, parce que peut-être qu'il faut donc je suis partie sur la dette financière et c'était mon point de départ. Je suis économiste et mon point de départ c'est de regarder comment les gens sont endettés monétairement. Je vous ai donné des chiffres là-dessus. Mais en fait, la réponse que j'ai eue après toutes ces années de me dire pourquoi ce sont les femmes qui sont endettées, j'en arrive à quelque chose d'assez simple. Bon, la recherche, c'est ça aussi. Des fois, on passe des années à aboutir à un truc assez simple. Bon. Et qu'en fait, cette dette financière, elle est indissociable de ce que j'ai appelé une dette patriarcale. Et la dette patriarcale, c'est quoi? C'est très simple. C'est que dans un certain nombre de circonstances, pas partout, et pas pour tout le monde, heureusement, mais les sciences sociales, c'est aussi de regarder des régularités, hein, c'est pas de dire que c'est pour tout le monde comme ça. Être femme, c'est je dois quelque chose. Je suis femme et je dois. Je dois de l'argent, l'argent bien après. Je dois du soin, je dois du temps, je dois du sexe, je dois de l'argent. Et avec un espèce de triptyque infernal, qui est celui de la dette morale, et des obligations. Alors on a tous des obligations. Les hommes aussi ont des obligations, bien sûr. Mais les obligations féminines, elles se caractérisent par leur débordement. Ça ne s'arrête jamais. Hein, je suis petite fille, il faut que je me tienne comme ça. Et ensuite, si je suis une jeune fille, il faut j'ai des seins soit trop gros, soit trop petits, ça ne va jamais. J'arrive dans l'âge adulte, il faut que je fasse des enfants. Il faut que je m'en occupe. Je suis grand-mère, il faut que je m'occupe de mes petits-enfants. Ça ne s'arrête jamais. Et ça crée de la culpabilité puisqu'on n'arrive jamais à tout faire. Donc, on est coupable. À cela se rajoute un sentiment qui est proche, mais qui n'est pas tout à fait pareil, qui est celui de la honte. Ça, c'est ce que Simone de Beauvoir avait bien mis en évidence. Cette espèce elle parlait d'une honte congénitale. Congénitale parce que être femme, c'est être inférieur. Le masculin l'emporte sur le féminin. Quand on vous serine ça au DLCP, comment voulez-vous ne pas vous sentir inférieur? Cela nourrit cette dette financière, comme si payer en argent pouvait compenser, éponger ce sentiment de honte et de culpabilité. Et puis, à ce couple déjà infernal, dette morale, dette financière, se rajoute un troisième qui, là, est dévastateur, qui est celui de la dette sexuelle. Parce que dans un certain nombre de circonstances, et pas partout, c'est là où c'est intéressant, du coup, la comparaison, le corps des femmes ne leur appartient pas. Le corps est à disposition pour la procréation, pour le plaisir masculin. Il est toujours sous contrôle. Et à cela se rajoute la dépendance matérielle. Comment parler de consentement quand on est dépendante matériellement? Et donc tout ça fait une espèce de triptyque, dette morale, dette financière, dette sexuelle, et s'enchevêtre en permanence pour créer, avec mes femmes tamoules avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, elles payent ces dettes, et elles doivent de temps en temps monnayer leur corps pour payer leurs dettes, ce qui exacerbe leur culpabilité, et ça ne s'arrête jamais. Alors, on peut dire c'est extrême, on est en Inde du Sud, il n'y a pas de protection sociale. Revenons à la France, et donc j'en viens à ta question. Je vais vous donner quelques chiffres. Il faut toujours se méfier des chiffres, mais il y en a quand même certains qui sont évocateurs. Commençons par la dette matérielle. Aujourd'hui encore, malgré tous les progrès qui ont été faits en termes d'accès des femmes à l'emploi, on sait que les salaires sont moindres. Il y a des données qui datent de 2023 et qui disent que près de 45% des femmes en couple considèrent qu'elles n'auraient pas les moyens matériels de quitter leur compagnon. 44%. Combien d'entre elles, ça ne nous dit pas combien d'entre elles se trouvent en dette sexuelle. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation où il n'y a peut-être pas d'endettement monétaire, mais on reste dans le couple pour éviter la dette monétaire. Et que fait-on pour compenser? Je ne dis pas que toutes ces femmes couchent pour compenser, mais combien d'entre elles le font? Je ne sais pas. Un autre chiffre, dans ce bouquin que j'ai lu récemment, qui m'a beaucoup fait rire, même si ce n'est pas drôle du tout, mais la corvée de sexe, par cette sexologue. Plus de 50% des femmes en couple considèrent qu'elles font régulièrement des actes sexuels alors qu'elles n'en ont pas envie. Donc la femme endettée, c'est pas que la paysanne tamoule qui est écrasée par tout un tas de choses, c'est aussi à nos portes. Voilà. C'est ce que tu dis en disant la dette se paie encore. Oui. Dans la matérialité du corps. Voilà. Bon, ça je trouve que c'est très important, ce triptyque que tu as analysé, c'est-à-dire la dette financière, la dette symbolique, la dette patriarcale,
Il y a la dette coloniale aussi, qui est... Non, je ne vais pas trop charger la barque, mais c'est vrai que la barque est lourde. Comme tu dis, comme le dit le dessin, le poids est lourd, même si on est capable de rester digne. Mais justement, c'est intéressant parce que ce que tu as dit, le poids des affects, c'est-à-dire la honte, la faute, etc. Bon, en économie, les économistes mainstream font de l'économie des émotions, c'est-à-dire essayer de comprendre comment les émotions confortent le modèle économique ou pas, peuvent être rationalisées, peuvent être... Bon, là, il ne s'agit pas de ça, et c'est ça qui je trouve très intéressant. C'est-à-dire que tu fais aussi de ces affects-là, qui sont des affects négatifs, hein, la honte, la faute aussi, tu les fais rentrer dans une dynamique financière aussi. C'est-à-dire qu'ils sont explicatifs de la dynamique financière. Ils ne sont pas à gérer, ils sont là parce qu'ils expliquent aussi ce que tu disais, c'est que certaines femmes vont être obligées de payer leurs dettes avec ce qu'elles ont, c'est-à-dire leur corps. Hein, ça leur appartient. En partie, ça en tout cas. Et ça, elles vont payer une partie de la dette. On verra, c'est ambivalent parfois, mais une partie de la dette se paie aussi encore. Moi, je trouvais tout le passage sur la dette patriarcale particulièrement intéressant. Bon, il y a toutes les références aux différentes théories féministes, j'en reparlerai, mais qui est absolument passionnante, qui est exposée de manière très simple, de manière très synthétique, et tu fais vraiment le tour de tous les courants du féminisme. Je trouve ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et le livre, de ce point de vue-là, parce que il part du vécu des personnes, parce qu'il n'oppose pas la raison et les affects, il tient ensemble la raison et les affects. Pour moi, c'est un livre féministe. C'est pas simplement un livre sur le féminisme qui ferait état des connaissances féministes, etc., etc. Mais c'est aussi dans ta méthode, dans le récit, dans ta manière de faire récit, c'est aussi un livre féministe qui réhabilite des savoirs qui sont souvent des savoirs attribués aux femmes, y compris des savoirs de type affectif, de type psychanalytique, etc. Et tu réhabilites ça et tu l'intègres et tu n'opposes pas à ce qui serait de la raison, ce qu'on fait en économie. En économie, il y a une économie des émotions, mais il s'agit de rationaliser les émotions. C'est pas du tout pour faire cohabiter la raison et les émotions, mais c'est comment rendre les émotions productives, en gros, efficaces. Et ça, il y a des grands développements en économie, sur l'économie des émotions, il y en a de la confiance, de tout ce qu'on veut, quoi, de l'attention, économie de l'attention. On peut tout faire avec l'économie. C'est une matière très flexible, mais c'est vu comme comment intégrer les affects à la raison et comment les faire fonctionner selon la raison économique, comment les rendre rentables, en tout cas optimisables, etc., etc. Et c'est ça que tu déjoues. Et ça, il y a très peu des économistes financiers. Non, il n'y en a pas. C'est surtout des hommes, les économistes financiers. Il y a quelques femmes qui sont dans la finance, pas beaucoup. C'est surtout quand même des hommes qui sont là-dedans. Et c'est dans ce sens que je trouve qu'il est féministe, parce que il faut du courage pour faire ça, franchement, au niveau de l'académie, parce que c'est considéré comme ascientifique ou anti-scientifique. Et qu'il faut donc du courage, et il faut aussi des données extrêmement solides, comme il y a dans le livre. Il faut assurer, quoi. Parce que sinon, on peut être très vite démonté. Donc merci pour ça. Donc, ça, c'était un peu la partie... je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la dette qui opprime, l'exploitation par la dette, sur une dette qui rend redevable, y compris dans ce qu'on a de plus intime, quasiment. Il y a une expression qui, je trouve, très intéressante pour l'Europe et la France. Je ne sais plus si c'est la France ou l'Europe. Quand tu dis les femmes gèrent les dettes et les hommes, ils gèrent l'accumulation, en fait. Les femmes, elles ont à gérer ce qui ne va pas, en gros, les dettes, et pendant que les hommes gèrent les investissements, tout ce qui est accumulation, tout ce qui est dit productif. Et les femmes, elles sont dans le reproductif, qui est une obligation,
et qui engendre effectivement cette dette. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, peut-être juste 2 choses. Vas-y. La première, c'est sur les hommes, hein, parce qu'on a quand même quelques hommes On a dans la quelques-uns, salle. oui. Donc, et l'envers de il y a quand même il s'agit pas, le livre, c'est pas du tout, c'est pas un livre à charge contre les hommes, hein, c'est un livre à charge contre un système qui assigne autant les femmes que les hommes. Un système qui mutile autant les femmes que les hommes, c'est Virginie Despentes qui disait ça. Et l'envers de la femme endettée, c'est l'homme pourvoyeur. C'est une espèce d'invention du 19e où les usines arrivent et donc on dissocie, alors que jusque-là, production, reproduction, famille et travail étaient associés dans le même espace. Là, il y a des usines qui arrivent, on sépare l'espace domestique de l'usine et c'est à partir de ce moment-là que va se dessiner un modèle très singulier en fait de masculinité qui est l'homme gagne-pain. C'est l'homme qui doit faire tourner la marmite. Pendant que la femme, elle est supposée rester à la maison, s'occuper des enfants, faire de la broderie, la couture, et les tricots, etc. Et ce truc-là, c'est parce que on en porte encore toutes les traces aujourd'hui. Avec, alors faut pas trop que je m'égare parce qu'on a d'autres choses à discuter, mais et ce modèle donc cette femme endettée, elle est l'héritière de ça en fait, hein, puisqu'à partir du moment où on est dépendant, il y a cette construction vraiment de la dépendance. La mère qui est femme au foyer, elle est supposée être dépendante, même si elle fait aussi tourner la marmite, parce que sa broderie, elle la vend des fois. Elle élève des poulets, des oies qui nourrissent la famille. Donc il y a aussi tout un mythe sur le fait que la femme est supposément dépendante. Et on en porte encore tout le poids aujourd'hui, parce que finalement, en l'assignant à la dépendance, on crée finalement une débitrice perpétuelle. Hein. Et donc, quand même, je reviens sur cette histoire d'homme pourvoyeur, parce que ça rejoint aussi ce que tu disais en tout début, cette espèce de mythe de la liberté qui serait celle de l'affranchissement de tout lien. Et donc, ce mythe, il est très masculin, en fait. Hein. Parce que seuls les hommes ont, en théorie, cette capacité à être libres. Ils sont supposés être libres. Mais en fait, ils ne le sont pas, comme personne, on est tous interdépendants. Mais donc, mon histoire d'homme pourvoyeur, quand on n'arrive pas à être pourvoyeur, on échoue. Et donc aujourd'hui, faire tourner la marmite familiale en ayant un seul salaire masculin, c'est extrêmement difficile. Alors que dans tout un tas de contextes, c'est la seule option, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour les femmes. Donc vous avez tout un tas d'hommes qui ont des masculinités blessées, ratées, et qui en fait sont l'envers de cette femme endettée. Donc j'en parle pas beaucoup, mais un petit peu quand même pour dire que voilà, c'est vraiment pas un truc à charge contre les hommes, mais plutôt contre un système qui, d'un côté, des femmes qui sont débitrices à vie, et de l'autre, des hommes qui sont sans cesse sommés de dire qu'ils ne doivent rien à personne. C'est un peu ça, en fait, le truc. Et puis, il ne s'agit pas non plus de nier le fait qu'il y a bien sûr des dettes masculines. Il y a aussi des corps masculins écrasés par la dette. Historiquement, l'esclavage. Aujourd'hui, le suicide des paysans. En France, en Inde, d'ailleurs. La dette tue les hommes aussi, bien sûr. Et tue des corps masculins. Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau film de Suleiman. Voilà, avec ce livreur qui pédale toute la journée pour payer ses dettes auprès de le propriétaire de l'application, puisqu'il est livreur Uber, pour payer la boîte qui lui promet ses papiers, pour envoyer de l'argent à sa famille, à sa compagne. Donc lui aussi, c'est un homme endetté. Mais tous ces cas, ce sont des migrants, ce sont des paysans, ce sont des mafieux. Hein, je ne sais pas si vous avez lu Saviano, hein, qui nous décrit les assassinats sordides de mafieux en Italie. Mais à chaque fois, ils ont des positions. La femme endettée, elle est endettée parce qu'elle est femme, pas parce qu'elle est paysanne, pas parce qu'elle est migrante. Voilà, donc il y a quand même une différence fondamentale entre la dette des hommes et la dette des femmes. Et d'ailleurs, tu dis, oui, quand je disais féministe, pour moi, féministe, c'est pas anti-homme. Oui. Non, voilà, le féminisme vise à l'émancipation de tous et toutes. Bon, voilà. Mais non, je voudrais que tu reviennes sur la femme au foyer, comme invention du 19e siècle, vraiment de la fin du 19e, en fait, hein, du milieu 19e. C'est une véritable invention qui n'existait pas auparavant, l'idéalisation de la femme au foyer, l'essentialisation de la femme au foyer, etc., etc. Mais tu emploies l'expression qui vient d'une chercheuse allemande, Maria Mies, c'est la femme foyérisation de beaucoup de travaux. C'est-à-dire,
ce que tu dis, les gens qui travaillent pour Uber, etc., c'est le modèle finalement de domesticité de la femme au foyer qui s'applique à des tas de travaux aujourd'hui, qui sont des travaux fournis par des subalternes, qui sont souvent des travaux de subsistance, on y reviendra, mais j'aimerais que tu le développes un petit peu, tu vois, cette femme au foyerisation, et qui touche évidemment les hommes, qui aujourd'hui se retrouvent dans les travaux subalternes et qui sont dans un système de domesticité. C'est toujours le capitalisme, bien sûr, mais une forme de travail domestique. Alors, femme au foyerisation, c'est un terme un peu compliqué, mais voilà. En fait, c'est très simple, c'est de dire qu'à un moment donné, alors pas à un moment donné, ça s'est pas fait comme ça, mais ça fait dans le temps long, mais il y a effectivement cette rupture au 19e, alors que jusque-là, les femmes avaient toujours travaillé. Et là, d'un coup, il y a à partir du moment où les usines se créent, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment ce modèle qui se met en place avec à la fois. C'est un modèle bourgeois parce qu'il y a des femmes ouvrières aussi. Alors oui, et avec plusieurs motivations derrière en fait. La première, c'est qu'on commence à se dire la main d'œuvre c'est important pour développer l'industrie, alors que jusque-là c'était quand même surtout la terre qui était un actif productif. Donc la main-d'œuvre c'est important, donc il faut que les femmes fassent des enfants, qu'elles s'en occupent bien, donc ça justifie qu'elles restent à la maison pour s'occuper des enfants. Il faut éviter aussi que les femmes fassent trop concurrence aux hommes au niveau de l'industrie, donc il faut éviter qu'elles travaillent. Il y a vraiment cette question de la moralité. Voilà, si les femmes vont travailler comme ouvrières, qu'est-ce qui va leur arriver ? Donc on est aussi dans un contexte de morale chrétienne extrêmement forte. Et donc, femme au foyerisation, c'est de dire qu'en fait, tout ceci est très fictif. Je ne sais pas si le terme rend vraiment bien compte de ça, mais on imagine que les femmes sont des femmes au foyer. C'est vrai pour les bourgeoises, pour la bourgeoisie, qui peut se permettre d'avoir des femmes qui restent à la maison et qui s'occupent juste de leurs enfants, etc. Mais pour toute une partie de la population, c'est pas vrai. Donc, c'est fictif, alors que ça va avoir des effets essentiels sur la fixation des salaires. Si une femme a toujours un compagnon, on peut la payer moins cher. Donc ça va justifier des salaires moindres, y compris dans des anciens contextes coloniaux qui n'ont pas du tout ce modèle-là, et où ce modèle de la femme au foyerisation va justifier des salaires toujours plus faibles pour les femmes. Donc ça, et encore aujourd'hui, avec toutes les avancées, la France est quand même un peu en pointe. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais par rapport à tout un tas d'autres pays, en termes d'égalité salariale, tout ça est réglementé. Et il y a toujours des écarts de salaire qui restent le quart en moins, comme dit ma collègue Rachel Silveira. Le quart en moins, et dans l'imaginaire, même si c'est inconscient, une femme, quand il s'agit de négocier des salaires, on sait très bien que les femmes négocient beaucoup moins. On sait très bien que les employeurs attribuent beaucoup moins de promotions, parce qu'il y a probablement un inconscient collectif. Une femme dépend toujours d'un type, donc elle a besoin de moins. Voilà. Donc c'est vrai que cette étape de femme au foyer a été une espèce de déflagration, en fait, pour le féminisme. J'ai oublié le micro. C'est l'idéologie parfaitement libérale. Donc tu as une expression qui est très belle, c'est donc imaginer, est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de dette qui lient sans humilier, qui soutiennent au lieu d'écraser. Et c'est là que l'apport des expériences et des théories féministes est particulièrement importante, notamment toutes ces théories féministes qu'on retrouve aujourd'hui dans des théories matérialistes, les théories queer, etc., qui ont tendance à renverser le stigmate en disant, bien sûr, les femmes sont endettées, bien sûr, ce sont les femmes qui travaillent pour gérer toute la dette, ça repose sur leurs épaules, mais elles peuvent retourner peut-être le stigmate, retourner la dette, retourner le stigmate, et faire de cet art, de cette connaissance-là, non plus la perpétuation de la domination et de l'exploitation, mais au contraire, une ouverture vers... Alors, on va voir chez les féministes, ça a été beaucoup le soin, le travail du care, etc., etc. Réhabiliter ça et ne pas le prendre uniquement comme une domination. Le réhabiliter comme étant le fondement de la société. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de soin dans la société, s'il n'y a pas tout ce travail de la subsistance, etc., qui a enfermé les femmes, la société, elle ne tient plus.
Donc voilà, donc je voudrais bien que tu nous dises, tu dis qu'il y a d'autres formes d'endettement, dans des réseaux d'amitié, des réseaux de voisinage, des réseaux d'amour aussi, qui justement sont le soubassement de la société finalement et du vivant. Oui, alors tout à l'heure, donc je vous parlais de mon obsession pour essayer d'expliquer pourquoi ce sont ces femmes qui gèrent ces dettes. Bon, j'ai un peu essayé de répondre à la question. L'autre question, c'est comment continuer à espérer, parce que sinon c'est la fin, quoi. Et donc deux choses ici. La première, c'est d'avoir et ça c'est quelque chose dont j'ai hérité de l'équipe avec laquelle j'ai fait ma thèse. Aujourd'hui, je qualifierais, donc il y a un certain nombre d'années, que je qualifierais d'une posture qui se veut à la fois critique, c'est-à-dire que les sciences sociales, elles sont là pour documenter des inégalités qui sont invisibles. Donc cette femme endettée, personne n'en parle. Voilà, il s'agit de rendre justice à cette forme de domination qui est abominable, qui est tragique, qui écrase, etc. Et en même temps, une vision possibiliste, le terme est un peu jargonneux, mais qui consiste à prêter attention à toutes les interstices, toutes les échappées, toutes les micro-espaces où des choses se passent et où on aperçoit des germes d'émancipation. Et prêter attention à toutes ces micro-choses qui peuvent sembler anecdotiques, qui peuvent sembler marginales, qui sont souvent disqualifiées, méprisées par des recherches en sciences sociales qui sont plus cantonnées qui croient plus dans le grand soir, en fait. Alors qu'en fait, le grand soir, il n'y aura pas la révolution. Donc il faut plutôt, à mon avis, regarder dans ces micro-espaces. Et avec l'idée aussi qu'il s'agit à la fois de rendre justice à la capacité d'agir de ces personnes, ici en l'occurrence ces femmes endettées, qui sont dignes, comme je disais, et qui passent leur temps malgré l'écrasement, à imaginer des subterfuges divers et variés pour résister et pour exister, malgré tout. Et puis avec l'idée que c'est peut-être ces choses-là qui peuvent nous permettre de penser la suite, en fait. Et donc, très concrètement, ces échappées, comme on peut les qualifier, ça va être des circuits de dette réciproques. C'est-à-dire que je te prête de l'argent, tu me prêtes de l'argent, je te prête du savon, tu me prêtes ceci, je garde tes enfants, tu me gardes tes enfants. Bon, ce qu'on connaît tous et toutes à des degrés variés, mais là, dans des contextes de précarité matérielle très forte, ces réseaux réciproques de dettes peuvent être salutaires, en fait. Hein. Et donc, avec des dettes où personne n'écrase l'autre. Hein. Ça circule dans une certaine forme d'égalité. Alors, il ne s'agit pas non plus de romantiser, parce que, y compris à l'échelle micro-locale, vous pouvez avoir des hiérarchies entre femmes. Donc là, tu parlais de la littérature, là je parle de ce qu'écrit Elena Ferrante, où on voit bien dans ces micro-quartiers de Naples, où il y a quand même des femmes qui sont plus dominantes que d'autres, et notamment alors son nom m'échappe, mais celle qui a le carnet rouge, là, et qui tient les dettes de tout le quartier, en fait. Alors il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que la révolution va passer par ces réseaux, mais ça a beaucoup à nous dire, parce que ces femmes, donc là je reste sur le catamoule, à la fois, elles sont écrasées par l'industrie financière et en même temps, elles ont des pratiques de résistance à l'égard du système bancaire qui ont beaucoup à nous dire. C'est-à-dire que moi, j'ai un collègue indien, il est venu en France, à chaque fois, il me dit et pourquoi t'as ton beau-frère qui est bijoutier, pourquoi tu lui prêtes pas de l'argent au lieu de mettre ton argent à la banque? Alors, non pas que j'ai des millions à mettre à la banque, mais... parce que lui-même, et au même titre que ces femmes endettées, l'argent n'a de valeur que s'il circule. Mettre de l'argent à la banque, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et donc, il y a de toute façon une obligation morale. Tout le monde sait ce qui se passe. Donc, dès qu'on a un petit surplus, il faut que ça circule dans le réseau. Prêter de l'argent, contribuer à une cérémonie, faire un cadeau, quelle que soit la forme. Et ça, je trouve que dans un contexte qui est le nôtre, où en fait... du fait de cette espèce d'illusion de l'indépendance, de la liberté par l'indépendance, voilà, tous les maigres avoirs qu'on a, enfin en tout cas pour nous, pour moi, on les met à la banque, alors que c'est une dépossession complète finalement de notre richesse. Donc ça ouvre des perspectives, me semble-t-il. Et puis ensuite, donc le livre n'est surtout pas, comme tu l'as bien dit, un livre contre la dette, mais contre la dette qui écrase,
alors que la dette, c'est la vie. La dette, c'est l'interdépendance. Hein. Donc la grande question, c'est... Il y a deux choses. La première, c'est qui doit quoi à qui et qui décide de ça. Et moi, il me semble que tout un tas de domination aujourd'hui, et la conclusion du livre est un peu là-dessus, en fait, consiste à transformer ceux qui prennent se disent créanciers et ceux qui font que la vie est possible sont assignés à une position de débiteur. Alors, ça peut sembler un peu jargonneux, mais je m'explique. Cette dette patriarcale, on a ces femmes qui payent en argent, en temps, en soins, en sexe, etc. Est-ce que c'est pas elles qui devraient être considérées comme créditrices ? Il y a quand même une espèce d'inversion absolument tragique de femmes qui payent, et elles sont toujours considérées comme débitrices. Et elles se considèrent elles-mêmes comme débitrices. Et elles payent et elles entretiennent la vie. C'est en ce sens qu'on devrait... Donc on marche sur la tête, en fait. Et donc vous avez quand même des mouvements. Donc je vous ai parlé de ces femmes dans les quartiers tamouls que j'ai étudiés, mais dans tout un tas d'autres quartiers, y compris les quartiers français dans lesquels j'avais travaillé, il y a ces réseaux d'entraide. C'est pas ça qui va changer le monde, mais c'est ça qui fait tenir la vie. Vous avez, dans des contextes argentins, au Sri Lanka, au Maroc, au Kyrgyzstan, des femmes qui sont sorties dans la rue avec des pancartes en disant, en inventant différents slogans. Nous, alors je ne les ai plus en tête là, mais avec l'idée de dire nous voulons être considérés comme des créancières. C'est nous, c'est vous qui nous devez, parce que c'est nous qui rendons la vie possible. C'est la dette de vie. Voilà. Donc vous avez ces mouvements-là qui pour l'instant n'ont pas eu l'effet qu'ils méritent, mais qui montrent à quel point il y a quand même une prise de conscience et qui, j'espère, pourra déboucher sur autre chose. Et ce mouvement, il peut s'étendre à d'autres aspects, c'est-à-dire que dette coloniale. Alors, dette coloniale, aujourd'hui, on ne cesse de parler des dettes de ces pauvres pays du Sud qui doivent encore de l'argent au FMI, à la France, aux Chinois maintenant, etc. Quand on calcule combien ils ont déjà payé, je ne parle pas d'Haïti, bon, en fait, ils ont payé déjà plus que ce qu'ils doivent. Et puis, si on retrace ça dans l'histoire longue, est-ce que ce n'est pas les anciens empires coloniaux qui doivent quelque chose à ces pays qu'ils ont pillés, qu'ils ont exploités et qui continuent d'exploiter, hein. Donc là aussi, il y a une espèce d'inversion de la dette qui me paraît complètement ahurissante. On peut élargir ça à la dette publique. L'État, l'État social, sa raison d'être, c'est d'être créancier, en fait. C'est de nous proposer des droits. Je suis citoyen, citoyenne, j'ai des droits. L'État me doit quelque chose. Depuis, si on prend le cas de la France, depuis que l'État français se finance sur les marchés financiers, l'État doit d'abord aux marchés financiers, au détriment de la dette sociale. Vous voyez ce qui se passe quand l'État, au moment des réformes des retraites, les agences de notation dégradent la note de la France. Parce que si l'État, en fonction des décisions qui vont être prises sur les retraites, ça effraie les marchés financiers. Enfin, on voit bien qu'il y a un arbitrage et que ce sont les créditeurs de la dette financière publique française qui prennent le pas sur la dette sociale. Donc, on pourrait aussi élargir ça à la question de la nature, avec ce sentiment des humains comme étant propriétaires de la nature, alors qu'en fait, on consomme beaucoup plus que ce que les écosystèmes peuvent supporter, ce qui fait que ce sont les générations futures qui vont finalement... On endette les générations futures, en fait. Et donc là aussi, est-ce qu'il ne faut pas inverser et se considérer comme débiteur, débitrice de la nature ? Bref, dans tous ces domaines, il me semble que le combat, c'est que la dette... il y avait la honte qui doit changer de camp. Eh bien, il faut que la dette change de camp, et ça ira mieux. Voilà. Oui. Bon, merci là, pour cette réponse. Je peux vous poser encore une question, une petite question. En plus, sur l'histoire de la dette, bon, c'est pour nous donner de l'espoir, le fait de retourner la dette, mais pas seulement. C'est que je pense que anthropologiquement, je ne sais pas comment dire, on est dépendant de toute façon. C'est une croyance, d'une certaine croyance occidentale, de croire qu'on est individu coupé de toute histoire, de toute, etc. Donc, il y a une question qui est anthropologique. Bon, et ça, tu le traites assez bien parce que tu reviens sur Marcel Mauss aussi, le don, la dette, etc. Il y a l'ambivalence toujours, à la fois poison
et à la fois liberté. Donc c'est bon, bref, c'est passionnant de ce point de vue-là parce que c'est toujours en nuance le livre. Il y a toujours cette ambivalence qui est montrée dans tout ce que tu analyses en fait. Et ça c'est riche parce que c'est une pensée complexe et non pas la pensée simpliste de l'économie, quoi. Alors justement, je reviens à l'économie. Vers la fin du livre, ou même plusieurs fois dans le livre, tu reviens sur imaginer d'autres formes de dette, et tu parles d'une autre économie. Tu parles d'une autre économie qui articulerait différemment tous ces éléments, ces interdépendances. Et aussi par moments, tu dis, il ne s'agit pas uniquement d'élargir l'économie à des affects, etc., des situations patriarcales, tout ça, mais il s'agit de déplacer le centre de gravité de l'économie. Alors, ma question, c'est la suivante. C'est que, personnellement, je trouve que ton livre dépasse l'idée d'une autre économie. Parce qu'il interroge l'économie en tant que telle. Il ne s'agit pas simplement d'une autre économie qui serait simplement différente, mais qui resterait centrale dans l'explication des rapports humains. C'est pas ça. Parce que souvent, l'autre économie, elle a été pensée comme ça, sans remettre en cause finalement la place de l'économie dans les sociétés, alors que ton livre remet en cause cette place aussi bien dans la réalité que dans la pensée. Et donc, il me semble, j'aimerais bien que tu le développes, c'est que ce que veux-tu dire quand tu dis il s'agit de déplacer le centre de gravité de l'économie? Bon, là, c'est une analyse assez classique en économie féministe, c'est-à-dire de dire que si vous ouvrez un manuel d'économie, un manuel basique d'économie, on va vous dire l'économie, il y a plein de définitions, mais souvent c'est ce qui s'échange sur un marché, c'est ce qui a un prix. Bon. Et ça, tu parlais d'iceberg. Alors moi, j'aime bien cette image de l'iceberg. Ça, c'est le haut de l'iceberg, en fait. Et ce haut de l'iceberg, il fonctionne parce qu'il y a un bas. Il y a un bas. Le bas, c'est quoi? C'est la nature qu'on exploite. Historiquement, c'est la colonisation qui a permis, comment voulez-vous qu'un pays comme la France, petit comme ça, ait réussi à avoir autant de puissance, parce qu'il avait ses empires coloniaux. C'est le travail gratuit, féminin, avec cette formule que j'aime beaucoup, moi, de Silvia Federici. Alors c'est moins vrai aujourd'hui où la plupart des femmes ont accès à un emploi rémunéré, mais historiquement, il y avait vraiment ce découpage, la fameuse famofoyérisation dont je parlais tout à l'heure. Les hommes produisent des biens et des services sur un marché avec un prix, et les femmes, elles produisent quoi? Elles produisent des travailleurs. Donc si les femmes ne produisent pas de travailleurs, eh ben, il n'y a pas de biens et de services. Donc ça c'est l'argument classique de l'économie féministe, de dire que sans ce travail de procréation, de soins, il n'y a pas d'économie en fait. On peut élargir ça. Bon, il y a tout le travail de la dette dont je parle, et il y a tout ce qui. Et donc on en arrive à une définition de l'économie qui est extrêmement large, mais qui est de dire en fait l'économie c'est tout ce qui fait tenir la vie. Et là on a quelque chose de beaucoup plus large, mais de beaucoup plus réaliste, quoi. Ouais. Oui, alors justement. Bon, moi, je suis plus sensible au déplacement du centre de gravité de l'économie. C'est ton expression. C'est-à-dire que l'ordre productif n'est plus premier, parce que dans le schéma dans lequel on est, c'est l'ordre productif, et sous-entendu les hommes, même s'il y a beaucoup de femmes dans l'ordre productif, mais c'est sous-entendu le masculin. Et l'ordre reproductif serait les femmes, la reproduction de la vie, la reproduction... Bon, bref. Donc c'est inversé, c'est ce que font beaucoup de féministes justement, hein, aussi bien matérialistes que dans le féminisme queer. Bon, c'est mettre l'ordre. Alors, moi j'aime pas trop le terme reproductif parce que ça renvoie à quelque chose de biologisant finalement, de régénératif. Tout ce qui régénère la vie, tout ce qui rend possible la vie, devient premier. Et tout ce qui est production, c'est-à-dire est soumis à cet ordre de la vie qui est à la fois écologique d'ailleurs aussi, hein, il y a la nature, et donc c'est plus, oui, comment on met au centre la régénération du vivant, la régénération de la vie, l'ordre reproductif, disons, et on rend secondaire l'ordre productif, alors que là, l'ordre reproductif, il est au service de l'ordre productif. Il faut produire des travailleurs, il faut produire... Bon, donc c'est le reproductif qui est au service du productif. Là, ce sera le productif
ce serait le productif qui est au service de ce qui est la régénération de la vie ou du reproductif, comme on peut l'appeler comme on veut. Donc, et là, on sort de l'économie, enfin, pour moi. On sort de l'économie, c'est-à-dire de l'explication du monde par l'explication de l'activité économique. Soit on sort de l'économie, soit on redéfinit l'économie. C'est un débat après. D'accord. Bon, voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Ouais, mais donc maintenant, la parole est à vous. Moi, je suis curieuse, en fait, par rapport aux études que vous avez faites, si vous avez observé des situations aussi où les échanges, la réciprocité, ce que vous décrivez comme étant une dette qui crée du lien, devient marchandisé, et si vous avez observé ce genre de situation, en fait, où on a un système qui marche et qui crée du lien et qui finalement essaye d'être réapproprié par, je veux dire, le capitalisme, je ne sais pas si j'utilise le terme dans mon contexte, mais pour transformer ça juste en une interaction purement productive, fonctionnelle, sans émotion. Voilà, ça m'intéresserait. Oui, merci pour cette question. Le capitalisme a cette fascinante capacité à se régénérer en permanence. Donc oui, effectivement. Donc je vous donne plusieurs exemples. Le premier, c'est, donc là je prends le cas tamoul, donc Tamil Nadu, on est au sud-est de l'Inde, où quand je débarque dans les débuts des années 2000, il y a encore beaucoup d'échanges non monétaires. Voilà, des semences, de la nourriture, du savon, des outils, etc. Aujourd'hui, les femmes disent on échange nos dettes. Donc l'entraide passe beaucoup par l'échange de monnaie. Je vous donne un autre exemple qui permettra de montrer aussi le côté global de l'affaire. La question de la dot. Voilà, ça permet de dire deux mots sur la dot. Alors, je vais essayer de faire simple, mais c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, la dot, c'est une somme d'argent, donc c'est un don matériel, pas forcément de l'argent, de la famille de la future mariée à la famille du futur mari. Bon, ça, c'est la règle un peu de base. Voilà. Dans le contexte tamoul, déjà dans le contexte indien, ce qui est intéressant, pour celles et ceux dans la salle qui ont un peu entendu parler de l'Inde, vous avez peut-être entendu parler de cette dot qui est une espèce de symptôme de l'archaïsme de ce pays. Bon. Historiquement, c'est intéressant de voir que la dot date de l'époque coloniale. La dot arrive au moment où les Anglais introduisent un système de droit de propriété, dans un contexte où la terre n'appartient à personne, où c'est des droits collectifs, etc. Bon, ils arrivent avec leur histoire de droit de propriété, ce qui pose des problèmes par rapport à la répartition entre les hommes et les femmes. Et là émerge la dot comme système de compensation pré-mortem de l'héritage. Okay, les femmes n'auront pas droit à la terre, parce que c'est quand même un peu ennuyeux, donc elles auront droit à une dot. Quel rapport avec votre question? Si je fais un bond en avant, moi j'ai beaucoup travaillé, je ne l'ai pas précisé, mais avec les communautés Dalits, c'est-à-dire tout en bas de la hiérarchie de caste, qui, jusqu'il y a une quarantaine d'années, ne connaissaient pas la dot. Parce que les femmes étaient, comme certaines femmes me disent, à l'époque, on était considérées comme des paysannes costaudes, et c'est pour ça qu'on nous valorisait. Dans un contexte où l'agriculture était la principale source de production, les femmes travaillaient autant que les hommes, et donc il n'y avait pas la dot, il y avait le prix de la fiancée, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire je veux marier mon fils, et je paye pour avoir une fille qui va être de la main-d'œuvre. La dot émerge pour plusieurs raisons. Déclin agricole, la femme au foyerisation qui arrive, et qui est le fruit d'idéologies héritées du 19e. Et donc, une sorte de conservatisme aussi réactionnaire de la part du gouvernement en place, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, plein de forces différentes qui amènent à valoriser un statut de la femme, non plus la femme costaude paysanne, mais la femme au foyer, toute douce, qui va s'occuper de ses enfants, qui ne vaut plus rien économiquement, donc il faut payer une dot. Et pourquoi je raconte ça? Parce que tout ça est devenu très monétaire. Ça pouvait être de l'or, ça pouvait être du bétail. C'est de l'argent, et c'est de l'argent
Et j'en dis 2-3 autres mots parce que ça montre aussi à quel point cette histoire de l'endettement de la dette des femmes est aussi... C'est une autre manière de vous montrer à quel point ça alimente l'économie globale. J'ai un jean là. Alors d'habitude, des fois j'essaye de mettre un jean floracois. 100% fait en France, y compris en termes de tissu, etc. Bon, là, il se trouve que je ne l'ai pas acheté là-bas, donc il est possible qu'il ait été fait par des petites mains indiennes, peut-être. Et ce jean, probablement, contribue à la dot de ces femmes. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il faut... le montant de ces dots, c'est des montants astronomiques. Et donc, première réaction, c'est de dire, mais là, ces pauvres Indiens, ils sont quand même... l'ostentation, pourquoi peut-on dépenser des sommes pareilles pour juste une cérémonie, une dot? Je caricature un peu, mais il y a quand même beaucoup de débats extrêmement moraux sur... Et c'est vrai qu'à la première vue, c'est quand même très surprenant. C'est des sommes astronomiques, 3-4 années de revenus familial, des gens qui n'ont pas d'épargne, donc il faut s'endetter. Hein. Et en fait, c'est tout ça est le fruit de l'économie globale. Parce qu'on est dans un contexte où l'agriculture décline, ne rapporte plus rien. Donc il faut envoyer les hommes, puisque le corps des femmes est très contrôlé, à l'usine, pour des salaires extrêmement bas. L'Inde a construit sa compétitivité et sa place dans l'économie mondiale grâce à des salaires très bas, qui font que ce jean, il est moins cher que le jean de Florac en Lozère, et que du coup, comme je ne peux pas m'acheter que des jeans à 150 €, j'achète celui-là. Et j'achète celui-là parce que la main-d'œuvre indienne est la moins chère, une des moins chères du monde. Et comme elle est une des moins chères du monde, et il a quand même fallu payer l'éducation de ces garçons, qui est un investissement risqué, parce que je ne sais pas quel boulot va trouver mon fils si je suis indienne, et donc je demande une dot. Donc la dot compense, finalement, est une sorte de subvention indirecte à l'industrie indienne. Donc voilà, autre exemple de comment des alliances entre familles qui historiquement n'avaient rien pour être monétaires et qui étaient juste des échanges de droits sur de la main-d'œuvre, sur des enfants, se transforment en quelque chose de complètement financiarisé au service de l'économie globale. Voilà. Bon, c'est pas très réjouissant. Merci. Moi, j'avais comme question, c'est beaucoup plus global, c'est comment tu as choisi tes terrains de manière générale? Parce que tu dis que tu as travaillé sur l'Inde, sur le Sénégal, le Maroc et la France. Et du coup, je voulais savoir si... globalement, tu dis que tu as trouvé des choses assez similaires partout. Mais qu'est-ce qu'il y avait de différent aussi? Voilà. Eh bien, merci pour la question. Alors, les terrains... on peut s'amuser a posteriori, à rationaliser, à justifier. Bon, c'est souvent des concours de circonstances. J'ai fait ma thèse donc il y a un certain temps, à la fin des années 90, sans financement. Et donc, c'était vraiment des opportunités de stages, de missions. Donc, il y avait cette association dans le Nord, à l'époque, le Nord-Pas-de-Calais, qui cherchait quelqu'un pour documenter ce qu'il faisait. Donc, j'avais pas du tout envie d'aller dans le Nord-Pas-de-Calais, mais ça m'a amené là-bas. Je n'ai pas choisi mes terrains. Voilà, je n'ai pas choisi mes terrains. L'Inde, je venais d'être recrutée à l'IRD, on aurait pu m'envoyer sur la Lune, j'y serais allée. J'étais très contente d'avoir un poste de chercheur. J'avais pas de passion pour l'Inde, contrairement à des collègues indianistes depuis tout petit, qui ont toujours rêvé Alors, je me suis attachée à ce pays au fil des années, mais voilà, donc je n'ai pas choisi mes terrains. Ensuite, la question de la diversité... alors je ne suis pas rentrée dans ces détails-là, parce que pour pas trop complexifier, mais ce qui m'a, dans ma quête de compréhension d'où vient cette femme endettée, avec vraiment la conviction que ce n'est pas une fatalité et que ça se construit, j'en arrive à la conclusion que cette femme endettée, elle est la conjonction de modes de production qui est très singulier, qui est le mode capitaliste, de formes de parenté aussi très singulières, et avec l'idée défendue de longue date par les féministes qu'en fait, la parenté, qui peut sembler quelque chose de complètement extérieur à l'économie, est au cœur de l'économie. C'est-à-dire qui se marie avec qui,
qui a droit à quoi en termes d'héritage, en termes de droit de propriété. Et donc le type de famille est constitutif en fait du type d'économie. Et j'en reviens à mon histoire de femme au foyer et d'homme gagne-pain. Ce modèle est constitutif du système capitaliste européen. Et dans le cas indien, alors on s'achemine vers ça, parce qu'il y a des forces globales qui font que cet idéal homme gagne-pain, femme au foyer est quelque chose qui irrigue les imaginaires, les séries télévisées, mais aussi les politiques de développement, par le biais de proposer des salaires faibles à des femmes qui du coup sont obligées de se marier, alors que dans certains contextes, elles n'ont aucune obligation de se marier. Je reviens au cas indien, quand les Britanniques, alors, ils ont déjà été un peu choqués, très choqués par ces fresques érotiques, mais les mariages, il y a de la polyandrie, il y a de la polygamie, ça c'est classique, ils avaient un peu l'habitude avec d'autres contextes, mais la polyandrie, on peut se marier avec les dieux, vous avez des femmes qui se marient avec les dieux. Bon, tout ça est très. Il faut mettre voilà. Et si je prends le cas du Sénégal, où là, on a là aussi, il ne s'agit pas de dire que le patriarcat a été créé par le capitalisme et par la colonisation. Non, il ne s'agit pas du tout de dire ça. Le patriarcat, malheureusement. Bon, il y a certains archéologues et anthropologues qui défendent l'idée j'espère que c'est vrai. Voilà, je ne l'ai pas rencontré, mais j'espère que c'est vrai, de régions où les femmes avaient autant de droits que les hommes. Moi, ce dont je suis convaincue, parce que ça je l'ai vu, c'est qu'il y a une très grande diversité dans l'accès à des droits économiques, à des droits politiques, et que ça crée une diversité de situations. Bon, de là à dire qu'il y a des sociétés aussi égalitaires, je n'ai jamais eu. Pour revenir au Sénégal, historiquement, les femmes n'avaient pas des droits de propriété, mais des droits d'usage. Des droits d'usage, ce qui leur donnait quand même une certaine forme de pouvoir, associé à la polygamie, donc je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie de la polygamie, mais ce qui permettait d'avoir le système dont elle parlait quand j'étais là-bas au début des années 2000, de bourses séparées. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui encore en France, 25% des femmes en couple n'ont pas de compte bancaire en leur nom propre. Les femmes sénégalaises, ça fait des lustres qu'elles ont leur porte-monnaie séparée, comme elles disent. C'est-à-dire qu'elles produisent du riz, du manioc, que sais-je, elles le vendent et c'est à elles. Et alors, on n'a pas développé ça parce que on ne peut pas tout dire, mais la femme en été, sa difficulté, c'est que même quand elle a accès à de l'argent, l'argent n'est jamais complètement le sien. L'argent des femmes est toujours domestiqué. C'est de l'argent, soit de l'argent d'appoint, soi-disant, de poche, soit de l'argent coupable. Et donc, le détour par le Sénégal permet de montrer que voilà, on a ces femmes-là qui sont sur les marchés et puis qui ont une autorité, qui ont une autonomie économique et qui, du coup, leur donnent aussi une autonomie sexuelle. Et donc, ce voyager dans le temps et dans l'espace permet vraiment, moi, ça a été extrêmement utile pour voir à quel point des choses qui nous semblent évidentes ne le sont pas du tout et sont le résultat de construction. Dernier exemple, le cas du Maroc, où là, c'est plutôt la question, comment dire les choses un peu plus simplement. Là, on est dans un cas de figure. Alors, le Maroc, il ne s'agit pas de dire le Maroc, mais j'ai travaillé dans certaines zones berbères, avec une grosse méfiance à l'égard de l'État central. Et là, où ce qui était frappant, c'était plus la question de la dette comme quelque chose de déshonorant par essence. Bon, ça embrouille un peu, peut-être, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais encore un autre exemple pour déconstruire finalement, parce que, peut-être juste pour finir, cette perspective comparative, elle m'a amené à déconstruire tout un tas d'évidences. Qu'est-ce que c'est que la famille ? Qu'est-ce que c'est que la richesse ? Tout à l'heure, vous vous souvenez, la richesse, l'argent, il faut qu'il circule. S'il est à la banque, ce n'est pas de la richesse. C'est intéressant comme conception. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Et avec voilà, dans finalement, les femmes Dalit, que j'ai suivies pendant 25 ans, au fil du temps, elles sont devenues des femmes au sens normatif du terme. Alors que jusque-là, elles n'étaient pas considérées comme des femmes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais parce que ça bouscule beaucoup quand même. Mais bon, on peut en rediscuter si ça vous intrigue. Ouais. J'ai une question sur
J'ai entendu parler notamment des Américaines dire qu'elles avaient du mal à mettre de l'argent de côté, ou elles étaient constamment en dette à cause du coût de la beauté. Parce qu'en fait, elles doivent dépenser régulièrement pour correspondre à certains standards de beauté. Et je me demandais si vous vouliez ça comme une dette en soi, une dette sexuelle, une dette monétaire. Comment vous considérez ça et est-ce que vous avez observé ceci ? Merci pour la question. Non, c'est très intéressant, ouais. Alors, la question de la beauté, je pense que c'est une question centrale dont je parle d'ailleurs, en observant plusieurs choses. La première, c'est que ce qui m'a beaucoup occupée, c'était de regarder comment les femmes construisaient leur solvabilité. Parce qu'on a quand même ce paradoxe qui est que cette dette dans les milieux populaires est gérée en majorité par des femmes qui n'ont rien, qui ne sont pas solvables sur le plan purement bancaire. Si demain vous allez, ou hier vous êtes allé demander un crédit à votre banquier, il vous a dit qu'est-ce que vous avez comme garantie ? Est-ce que vous avez du patrimoine ? Est-ce que vous avez une fiche de paye ? Bon, ces femmes n'ont rien. Donc, qu'est-ce qui garantit leur solvabilité ? Eh ben, c'est leur éthique du remboursement. Donc, être femme, c'est payer. Et ça, les créditeurs l'ont bien compris. Y compris chez nous. Hein, on a un collègue sociologue qui a travaillé sur les expulsions de logements. Il faut savoir qu'en France, les HLM, les locataires de HLM, en moyenne, un quart des locataires ne payent pas à l'heure leur loyer. Ce qui fait qu'il y a un service de recouvrement propre au HLM qui passe son temps à aller toquer aux portes en disant il faut payer. À qui s'adresse le collègue sociologue Camille François? Il a un chapitre faire payer les femmes, parce que pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Bon, alors je m'éloigne de votre question, mais qui consiste à dire que quand on n'a pas de garantie matérielle, il faut d'autres garanties. Donc il faut sourire, tout un continuum de situations en fait que je décris. Et là encore, c'est le catamoule parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Et ailleurs, j'ai pas eu la possibilité parce qu'il faut de la confiance, et puis c'est des choses qui ne s'observent pas, qui se racontent. Donc avec tout un continuum de situations, depuis des femmes qui, avec leur mari, la veille d'une échéance de crédit, vont se déployer tout un tas de tactiques pour satisfaire les exigences sexuelles du mari en espérant que le lendemain, il soit de bonne humeur et leur donne l'argent qu'elles puissent payer leur crédit. Bon, là, on est en Tamil Nadu, on peut se dire c'est exotique, mais rappelez-vous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Je pense que cette situation est partout. Et donc ça passe aussi par la beauté. Voilà, on a un collègue qui travaille sur le Sénégal et qui a regardé ça en détail, acheté de l'encens, des dessous affriolants pour que monsieur soit tout à fait en bonne disposition. Voilà, jusqu'à des formes beaucoup plus... un continuum, depuis l'espace conjugal jusqu'à des relations en dehors de l'espace conjugal et qui peuvent s'apparenter à du sexe forcé, mais où la monnaie d'échange, c'est le corps. La monnaie d'échange, c'est le corps, donc plus le corps est jugé beau, suivant des contextes, être beau ici n'est pas pareil qu'être beau là-bas, ou être belle. Donc il y a une construction aussi culturelle, sociale de la beauté. Et donc les femmes que j'ai suivies pendant toutes ces années, on a vu avec mes collègues, parce que j'ai fait ce travail avec 2 collègues indiens, 2 hommes, et qui ont aussi été très perspicaces dans l'observation de ce capital corporel. Et on a vu le corps des femmes se transformer avec ce fil extrêmement complexe. Parce qu'il y a toute une partie du bouquin qui est sur gérer cette dette, c'est un travail. Parce qu'il y a ce contraste entre je démarre avec, quand on pense à la finance, on pense à tous ces hommes, souvent blancs, souvent très diplômés, qui gagnent des fortunes parce qu'ils sont courtiers, ils sont gestionnaires de fonds d'investissement. Mais voilà, qui avec une relation inverse entre la création de valeur et les salaires. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la casse du siècle, hein, c'est ça, je crois, avec ce type-là qui joue du métal toute la journée, et qui est une espèce de génie mathématique, et qui gagne des millions parce qu'il a soi-disant des compétences extrêmement sophistiquées. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces femmes, en bout de chaîne, c'est elles qui font tourner la machine, et elles ont aussi des compétences extrêmement sophistiquées, de calcul, elles gèrent 5, 10, 20, 30 dettes. J'ai une étudiante en master qui travaille dans une association de prévention du surendettement en région parisienne, et elle a rencontré des cas de figure de femmes françaises qui gèrent jusqu'à 30 dettes. Donc c'est pas du tout une spécificité exotique, là encore.
Et donc, je reviens à votre question, gérer ses dettes, c'est un vrai travail, parce que ça suppose des compétences extrêmement sophistiquées, et une des compétences qui m'a semblé la plus centrale, la plus compliquée, une femme tamoule qui me disait, quand je suis endettée, et je suis tout le temps endettée, c'est comme si je marchais sur des chardons. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois, faut pas que je me trompe de sens, il faut être à la fois séduisante, mais pas séductrice. Il faut à la fois monnayer son corps en essayant de ne pas aller jusqu'à l'acte sexuel, parce qu'on n'a pas du tout envie de coucher avec ce type, mais parfois il faudra passer à l'acte, parce que c'est la seule manière d'avoir de l'argent ou d'éponger une dette. Et en même temps, il faut maintenir sa respectabilité, il faut rester digne, comme je disais tout à l'heure, et maintenir sa respectabilité, c'est ne surtout pas paraître comme une femme facile, comme une femme séductrice. Et ça, c'est le truc le plus compliqué. Donc il faut dépenser de l'argent pour s'habiller, sans être vulgaire. Et ça aussi, il y a une certaine forme d'universalité. J'ai des collègues sociologues, alors là, ouais, je vais peut-être vous choquer encore avec des termes, mais des fois, il faut appeler les choses par leur nom. Ni pute, ni prude. Pour les jeunes filles qui s'affichent sur les réseaux sociaux, il faut sourire, parce que sinon, tu as l'air coincé, et être bien habillé. Mais si ton débardeur est trop dénudé, tu peux passer pour une sale pute. Et donc, il y a ce travail. C'est un vrai travail de tenir sur cette crête. Et qui va être, qui, je pense, est vrai pour plein de femmes, dans plein de contextes. Vous avez des études de sociologues très sérieuses qui calculent la rentabilité de la beauté. Et qui regardent ça sur les hommes aussi. Alors, les hommes, voilà, être grand, la voix grave, la mâchoire carrée, c'est très porteur pour trouver des bons boulots, grimper plus facilement. Voilà. Tout ça est quantifié par les sociologues. Ne me demandez pas comment ils font. Les femmes, c'est aussi la beauté. Le rouge à lèvres, très important. Mais pas trop. Mais être trop belle, c'est louche. Donc, alors, ça coûte de l'argent, et en même temps, c'est plus que de l'argent, puisque c'est extrêmement subtil d'être belle, mais pas trop. Et alors voilà, je n'ai pas de chiffres à vous donner sur l'endettement pour des... mais mais ce serait intéressant de regarder, parce que je pense que c'est une vraie question, parce que tout ça, évidemment, coûte de l'argent, et mon propos, c'est de dire que ça coûte aussi beaucoup d'énergie, et que je pense que c'est un vrai travail de trouver la ligne de crête entre être séduisante, mais pas séductrice. Une question légère pour finir, puisque vous avez dit que vous n'aviez pas décidé de quel lieu vous alliez étudier. Si vous pouviez choisir d'aller n'importe où dans le monde, quel est l'endroit que vous aimeriez observer pour poursuivre ces travaux? Alors, j'ai jamais réfléchi à cette question, mais ça me donne l'occasion de donner un autre cas qui fait réfléchir. Et là, c'était une opportunité avec des collègues qui travaillent de longue date à Madagascar. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais et donc je me suis retrouvée à aller 2 fois dans une région très singulière du Madagascar qui s'appelle le Macaï, qui est au sud-ouest du pays, et j'avais jamais fait de terrain de ce type, au sens où c'est une agriculture de subsistance, c'est très peu monétarisé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on se lave dans la rivière, donc l'Inde est très moderne par rapport à ça, enfin, en tout cas les contextes indiens que j'ai étudiés. Donc c'est encore une autre configuration. Alors le capitalisme n'est pas passé par là, la colonisation est passée par là, mais c'est quand même très enclavé. Donc il y a eu quelques curés, mais ils ne sont pas restés très longtemps. Donc on est quand même dans une configuration très singulière et qui du coup m'a beaucoup interpellée. N'en déplaise à... Enfin, non, je retire ça. Même si le capitalisme n'est pas passé par là, la colonisation n'est pas passée par là, il n'en reste pas moins que, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très binaire, masculin-féminin, hiérarchisé, avec, par exemple, on se baigne dans la rivière, et donc les hommes se baignent en amont et pas en aval, pour pas avoir les pollutions des femmes. Exemple. Hein. Et donc, ce qui m'a fascinée, je n'étais pas du tout partie pour travailler là-dessus, mais c'est la question de la sexualité. Il y a très peu d'argent qui circule. Alors, j'ai pas pu le quantifier, mais une grosse partie de l'argent qui circule est liée au fait que la sexualité féminine, hors mariage, se paye. Ce n'est pas de la prostitution, ça n'a rien à voir avec la prostitution. En termes vernaculaires, la prostitution est un terme, c'est méprisé, voilà, une femme qui vit du sexe, etc.
Là, dès qu'une jeune fille a atteint l'âge de la puberté, ses parents, généralement, c'est pas systématique, mais lui font une case à elle, et elle est fortement incitée à monnayer sa sexualité. Historiquement, c'était des savons, donc ça s'appelait le savon, ça s'appelle toujours le savon. Aujourd'hui, c'est de l'argent, c'est un prix fixe. Alors moi, j'ai jamais imaginé de travailler sur la sexualité. J'étais économiste au départ, une économie un peu hétérodoxe, mais c'est le terrain qui m'a amené, vraiment, et j'ai longtemps résisté. Et puis c'est des collègues anthropologues qui m'ont dit, mais enfin, ces femmes te parlent de leur sexualité, tu as une responsabilité pour rendre la parole de ces femmes. Bon, donc je me suis dit, ok, il faut en parler. Et aujourd'hui, je suis convaincue que c'est central. Et donc là, j'étais là-bas, je ne vous donne pas les détails, c'est travailler sur une aire protégée, enfin rien à voir avec ça. Mais en fait, si on veut comprendre comment fonctionne l'économie locale, et ben finalement, et par rapport à toutes nos questions, et la question de Grégoire précédemment, à laquelle j'ai répondu, à quel point la comparaison décoiffe en fait, bouscule nos imaginaires. Et là, on est dans un contexte où l'argument qui est donné par les garçons comme par les filles, par les hommes comme par les femmes, la sexualité féminine, enfin, je le redis avec mes mots, la sexualité féminine n'est pas un dû, c'est un service qui se respecte et donc qui se paye. Et ça, je trouve que, voilà, faites-en ce que vous voulez, ça bouscule. Parce que chez nous, la sexualité qui se paye, c'est l'infamie. Bon, voilà, ça fait réfléchir, je trouve. Dernière question pour conclure. Donc, je dévoile quand même ton prochain terrain, qui n'est pas, d'après ce que tu m'as dit, mais qui n'est pas obligatoirement un pays ou une zone du monde, mais c'est le rapport à la nature quand même, la dette écologique, la dette de vie, etc. Et là, c'est pas la peine d'aller très loin, hein, me semble-t-il. Bon voilà, donc il y a aussi la dette écologique qui fait partie des préoccupations d'Isabelle. Ça y est un peu dans le livre, mais pas à la fin. Donc c'est une ouverture, espère-t-on, pour un prochain livre, un prochain travail plus centré sur la dette écologique. Merci Isabelle, merci beaucoup, merci à vous. Vous venez d'écouter Isabelle Guérin, autrice de La femme endettée, à l'ombre de la finance mondialisée, aux éditions de la Découverte, lors d'une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 23 avril 2026, et réalisée et mise en onde par Radio Radio, avec Radio Radio Plus et Radio Terre.